Alors, bienvenue à ce dernier épisode des amphis d'optimisation, ce dernier amphi, donc le grand finale de la saison où il vous sera enfin révélé quelles sont les méthodes efficaces pour l'optimisation non différenciable. On sent que le suspense est palpable, donc sans plus attendre, je vais plonger dans le cœur du sujet. Donc la dernière fois, on a parlé du fait que les méthodes de sous-gradient étaient assez peu efficaces et très oscillatoires et vraiment peu applicables en pratique. Et on avait esquissé une deuxième méthode qui traitait d'optimisation proximale. Et on avait dit que malheureusement, euh, on ne pouvait pas toujours s'en servir directement parce qu'il était compliqué d'évaluer l'opérateur proximal. Alors, en revanche, une grande classe, famille de systèmes pour lesquels on est capable d'appliquer ce type d'algorithme, ça va être la suivante. Donc, on va appliquer ces algorithmes à des méthodes de gradient proximal. Alors, comme le nom le laisse entendre, ça va être une sorte de méthode de gradient, mais donc elles vont en tout cas ressembler à l'ensemble des méthodes que l'on a pu voir de ce type-là, sauf qu'elles font appel à un opérateur proximal. Et en particulier, comme ce sont des méthodes de gradient et non plus de sous-gradient, ça va être des méthodes de descente, ce qui va être très intéressant. Alors, le cadre général auquel on va s'attacher, ça va être celui de décomposition d'une fonction f en une fonction g et une fonction h qui vont avoir des propriétés différentes. Donc f est supposé, comme depuis un certain temps, aller de Rn dans R, être convexe et a priori non différenciable. Eh bien, on va la décomposer en une fonction qui, elle, est différenciable et une fonction qui ne l'est pas. Et toutes deux sont supposées convexes. Alors, cette décomposition, évidemment, elle est non unique. Donc, il va y avoir des choix qui vont être plus sympathiques que d'autres, qui vont mieux se prêter, qui vont améliorer les convergences. On va voir comment. Alors, pourquoi est-ce que cette décomposition est utile? Alors, essayons de réécrire le fait que 0 appartienne, qu'on est un minimum. Donc, si x est un minimum de f, on sait par caractérisation de ce différentiel que 0 doit appartenir à d rang f de x. Et ici, d rang f de x, eh bien, c'est par linéarité le sous-différentiel de g, mais qui est une fonction qui est différentielle, donc c'est uniquement son gradient, plus d rang h de x. D'accord? Alors, on va réécrire ça encore un tout petit peu pour voir ce que l'on peut obtenir. Si on multiplie par n'importe quelle fonction L, on a que 0 doit appartenir à L, gradient de G en x, plus L, des rangs h de x, évidemment. Donc ça peut être n'importe quoi, mais mettons R étoile, et puis en particulier, ce qui va nous intéresser, ça va être R plus étoile. Mais on pourrait le prendre dans R étoile, ça ne changerait rien. Puisque c'est 0 auquel on s'intéresse, donc être en train de regarder un ensemble ou moins l'ensemble ne change rien à l'histoire. Alors, on peut ajouter et soustraire de part et d'autre x, par exemple, et on obtiendrait donc x moins L, le gradient g de x, qui appartient à L des rangs h de x plus x, par exemple. Mais ça, on peut le réécrire comme étant l'identité plus L des rangs h de x. Donc, on peut prendre l'inverse, mettons, s'il existe bien, et dire que l'inverse de x moins L, le gradient de g en x, eh bien, est un sous-ensemble de x. Alors, ceci, on l'a déjà vu en fait, c'est la caractérisation de l'opérateur proximal. Donc, on a que l'opérateur proximal associé donc maintenant à LH en
évalué en ce point-là, x moins L, le gradient G de x, est égal à ceci. Et donc, comme on sait que cet opérateur existe, est unique, bien défini, etc., eh bien, on peut simplement écrire que ceci, donc, est juste x par abus de notation. Et on a l'équivalence entre les deux par unicité de l'opérateur proximal. Donc, si l'on résume, on a que si x est un minimum, un minimiseur de f, eh bien, x doit être un point fixe d'un opérateur proximal. Mais maintenant, au lieu d'être l'opérateur proximal associé directement à la fonction f, on a décomposé l'opérateur proximal en deux fonctions. Ou plutôt, on a pris la partie de l'opérateur proximal qui ne correspond que à la fonction h et on l'a évolué à l'aide du gradient de g. Donc, en raisonnant de la sorte, on a écrit une nouvelle équation de point fixe, mais maintenant sur un opérateur proximal qui est différent. Donc, en choisissant une décomposition de f, on a un degré de latitude qui va être le choix de cette fonction g. Et bien, par le choix de cette fonction g, on va influencer le choix de la fonction h et on va éventuellement être capable d'avoir une fonction h pour lequel la définition de l'opérateur proximal va être plus aisée. Et donc pour lequel l'expression de cette condition de point fixe et de cet opérateur va être plus facile. Alors, ça donne lieu, naturellement, à l'algorithme suivant, qui est directement inspiré des méthodes proximales. On part de x0, quelconque, un élément de Rn, et on itère xk plus 1 égale l'opérateur proximal associé à h et au paramètre L, et évalué en xk moins L, le gradient de g en xk. C'est-à-dire que l'on itère, comme on le faisait pour les méthodes proximales, la relation de point fixe que l'on a ici. Alors, il faut bien faire attention à deux choses enfin une chose plutôt, qui est que cette méthode, eh bien, elle fonctionne avec les deux fonctions séparées. Donc, on est en train d'évaluer l'opérateur proximal associé à h et on l'évalue à l'aide du gradient de g. Ok. Alors, on dispose du résultat de convergence suivant. On sait qu'on va être capable d'assurer que si g est une fonction qui est donc différenciable, mais également de gradient L lipschitien, eh bien, si on choisit, donc il faut que g soit de gradient L lipschitien, eh bien, si on choisit le paramètre L comme étant inférieur à 1 sur la constante de Lipschitz, cet algorithme de gradient proximal qui est à pas fixe, il assure que x étoile, que xk va converger vers x étoile minimiseur de f de la façon suivante. Donc, avec une borne qui est en 1 sur 2k. Donc, c'est-à-dire que l'on a une convergence sous-linéaire. Alors, on va faire la preuve de ce résultat parce que dans cette preuve, on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont être très importants pour comprendre comment fonctionne cet algorithme. Et puis par ailleurs, il va nous permettre de mettre un petit peu... Donc elle est un peu longue cette preuve, mais elle va permettre de nous mettre en pratique un certain nombre d'éléments d'analyse convexe que l'on a vu jusqu'à présent et d'arriver à comprendre quel est le ressort réel de cet algorithme. Donc il est vraiment important de la faire. Alors pour faire ça, on va réécrire xk plus 1. Donc xk plus 1, on sait que c'est prox de LH en xk moins L, le gradient de G en xk. Alors, on va réécrire ça sous la forme suivante, xk plus 1 plus L PL de xk. Donc, sous une forme qui ressemble à celle d'une méthode de gradient. Et ce PL, donc est une fonction qui va de Rn dans Rn, va être définie comme étant 1 sur L de moins x plus le proximal en x moins L, le gradient de G en x. Alors, l'intérêt de l'écrire comme ça, c'est qu'on voit que ce PL va ressembler quelque part
au gradient de l'enveloppe de Moreau qu'on avait vu précédemment. Donc on est en train de réécrire xk sous une forme qui ressemble vraiment, de façon très proche, à une descente de gradient. Et on peut noter quelque chose, c'est que si PL de x est égal à 0, et donc ça signifie que x est égal à l'opérateur proximal LH de x moins L en le gradient. Et ça, c'est le calcul que l'on vient de montrer, que l'on vient d'établir, pardon, qu'on vient de réaliser. On vient de montrer que si on a cette équivalence, ce point fixe entre x et l'opérateur proximal en LH, eh bien x est un minimiseur de f. Donc, on a une forme de méthode de gradient où, effectivement, c'est un xk qui est ici, évidemment, on a une méthode qui va converger, qui va arrêter d'évoluer, si et seulement si, eh bien, ceci devient nul. Alors ça, c'est intuitif. Pour le moment, on ne l'a pas montré, évidemment. Mais on a quelque chose qui ressemble, en tout cas, à des méthodes de gradient que l'on connaît dans le cas différentiel. Bien, alors, pour essayer de montrer le résultat qu'on cherche à prouver, celui de convergence, on va regarder, essayer d'établir un certain nombre de propriétés sur f de x plus L PL de x. Donc, si on choisit x comme étant xk, on va essayer de borner f de xk plus 1. Et on va essayer de montrer une inégalité de type convexité sur cette fonction. Donc pour faire ça, évidemment, on va utiliser la décomposition de f selon g et h. Alors, on va se baser sur deux ressorts totalement différents puisque g est différenciable et h ne l'est pas. Alors, on a d'une part, si on regarde pour g, g est différenciable. Donc g de x plus L PL de x va être égal par formule de Taylor avec reste intégrale à g de x plus l'intégrale entre 0 et x du gradient en x plus t de L PL de x transpose L PL de x dt. Okay, donc là c'est Taylor avec reste intégrale et l'utilisation du fait que g est différenciable. Alors, on peut additionner et soustraire le gradient de g en x, par exemple, pour faire apparaître ici une différence du gradient et utiliser le fait que le gradient est Lipschitz. Alors, je mentionne juste le fait que, cette astuce, c'est loin d'être la première fois qu'on l'utilise et que ça doit être quelque chose qui devrait commencer à devenir naturel pour vous. Donc voilà ce que l'on obtient. Et on va maintenant utiliser donc le caractère lipschitzien du gradient pour borner ceci par l'intégrale entre 0 et 1 de L fois T L PL de x L PL de x en norme également dt. Donc on peut sortir les paramètres t et l des normes puisque ce sont des scalaires positifs et on obtient L au carré sur 2 fois norme de PL de x au carré fois l'intégrale entre 0 et 1 de t dt, ce qui donne du 1,5. Et par ailleurs, petit l appartient, si petit l est choisi comme étant inférieur à 1 sur grand L, on a que ceci est inférieur à L sur 2. Bien. On a donc obtenu g de x
plus le gradient de G en X transpose, L, P de L de X, plus L sur 2, norme de P de L de X au carré. Et par ailleurs, G est convexe. On va donc pouvoir utiliser une inégalité de convexité pour se ramener de G de X à un autre G de Z. Je vais garder l'inégalité. Non. Donc, on a que G de X, bien, c'est inférieur ou égal à G de Z, plus moins le gradient de G en X, transpose, Z moins X. Car G est convexe. Donc, si on réutilise l'expression précédente, on a que G de X plus L PL de X est inférieur ou égal à... Donc, nous utilisons l'expression précédente ici et en bornant G de Z. Donc par G de Z moins gradient de G en X transpose, donc plus transpose X moins Z plus L PL de X plus L sur 2 PL de X au carré. Ok, donc là, on était en train de travailler sur G. Maintenant, on va regarder ce que l'on peut faire sur H. Alors, c'est H de X plus L PL de X qui nous intéresse. Eh bien, on voudrait de la même façon se ramener à quelque chose qui dépend de Z. Donc on va écrire que c'est inférieur ou égal à H de Z. Et mettons moins V transpose Z moins X moins L PL de X. Et cette inégalité, elle est vraie pour V appartenant à des ronds H au point X plus L PL de X. Donc ici, cette inégalité est l'inégalité des hyperplans d'appui, qui est une caractérisation équivalente, donc ou alors une caractérisation équivalente d'un sous-gradient, pour une fonction qui est convexe. Donc ce qu'il nous reste, ce serait à essayer de trouver eh bien, un certain sous-gradient de h au point x plus l plx. Alors pour faire ça, on va regarder S, qui va être l'opérateur proximal de LH en x moins L gradient G de x. Donc l'opérateur proximal qui nous intéresse depuis le début. De façon équivalente, ça, on peut noter que c'est donc par définition de PL de x, c'est x plus L PL de x. Bon, on le note, mais c'est tout. Par définition de l'opérateur proximal, en revanche, on peut caractériser S différemment. On sait que 0 appartient à des ronds de la fonction sur laquelle porte l'opérateur proximal, donc des ronds H, en S, plus 1 sur le paramètre de l'opérateur proximal, L, fois S, moins le point en lequel l'opérateur proximal est évalué, donc moins X plus L, gradient de G en X. Donc ceci est une caractérisation équivalente de S par le lemme, je crois que c'était le numéro 8, si je ne dis pas de bêtises, un lemme donc d'équivalence de l'opérateur proximal que l'on avait vu la dernière fois. Donc, si maintenant on utilise le fait que S c'est X plus LPL de X, ceci est égal à des ronds H de X plus PL de X, pardon, des ronds H de S, plus PL de X, plus le gradient de G en X. Soit le fait que moins PL de X moins le gradient de G en X appartient à des ronds H de S qui est X plus L PL de S. On a donc un élément du sous-gradient.
Et on peut appliquer cette inégalité pour V égale moins PL moins gradient de G. Ce qui nous donne H de X plus L PL de X inférieur ou égal à H de Z plus PL de X plus le gradient de G en X transpose fois Z moins X plus moins L PL de X. Maintenant, si nous recollons les morceaux, donc ce qui nous intéressait, c'était F de X plus L PL de X. On a donc calculé d'une part une inégalité sur G et d'autre part une inégalité sur H, qui est ici. Donc, on va sommer ces deux termes. On a G de Z et H de Z. Ça nous donne donc du F de Z. Maintenant, je vais juste recopier. Donc, plus le gradient de G en X transpose X moins Z plus L PL de X plus L sur 2, norme de PL de X au carré, plus PL de X plus le gradient de G en X transpose Z moins X moins L PL de X. Alors, il y a une partie des termes qui se simplifient, qu'on voit directement. Ceux qui sont multipliés par le gradient de G ici, eh bien, sont exactement moins ceux qui sont par le gradient de G ici. Donc, ces termes ici se simplifient et on obtient F de Z plus les termes qui vont être linéaires en PL de Z, donc du PL de X transpose Z moins X, d'une part, et d'autre part, on va avoir du L sur 2 PL de X au carré ici, et là, du moins L PL sur 2 PL de X au carré. Donc, du moins L sur 2 PL de X au carré. Bien, nous avons donc, pour le moment, travaillé de sorte à obtenir une inégalité de type convexité sur F entière et non plus uniquement sur G et H. Alors, cette inégalité, on peut noter qu'elle est vraie, quels que soient X et R et Z des éléments de Rn. Et ça va nous être très utile puisqu'on va pouvoir l'utiliser à différents points. Donc, une première observation, les premiers points dans lesquels on va évidemment avoir envie de les évaluer, c'est si on prend x égale xk, puisque là, on retrouve xk plus 1. Et si on prend z égale xk également, ici, nous allons avoir du f de xk. Donc, on va avoir quelque chose qui va nous relier f de xk plus 1 à f de xk. Alors, faisons-le. Donc, je vais la garder ici. Donc, si on choisit x égale z égale xk, on a f de xk plus 1 inférieur ou égal à f de xk. Le terme qui est ici vaut 0, puisque nous avons z est égal à x. Et enfin ici, on a du moins L sur 2, norme de PL de xk au carré. Alors, de cette inégalité, on peut déduire deux choses. La première, c'est que f de xk est décroissante. Et la deuxième, qui est très importante, c'est qu'elle va être décroissante jusqu'à ce que PL de xk soit égal à 0. Mais on a noté au tout début de la démonstration que PL de x égale 0 est équivalent à x minimum de f. Donc ce qui signifie que f de xk va être décroissante jusqu'à ce que xk soit un minimum de f, un minimiseur de f, et donc jusqu'à ce que l'on ait convergé vers le minimiseur de f. Mais on ne va pas l'utiliser pour le moment. En fait, on l'a déjà ici, on a ce résultat de convergence, mais on va avoir plus parce qu'on cherche à avoir une borne de décroissance. Donc on ne va pas le noter encore pour le moment, mais en fait, on aurait déjà le résultat ici.
on va avoir la borne, eh bien, en réutilisant cette inégalité, mais maintenant, on va regarder par rapport à x étoile. Donc, on va choisir z égale x étoile. Donc, si l'on choisit x qui est égal à xk et z qui est égal à x étoile, on obtient f de xk plus 1 inférieur ou égal à f de x étoile. On remplace donc ici, f de z égale f de x étoile, plus PL de xk transpose x étoile moins xk, moins L sur 2, PL de xk au carré. Alors, on va passer le f de x étoile de l'autre côté. Et ici, on obtient PL de xk transpose x étoile moins xk moins L sur 2 PL de xk au carré. Et ce qu'on peut noter, c'est que PL de xk apparaît dans les deux termes. Et ici, il est au carré, alors que là, il est dans un terme croisé, mettons multiplié de x étoile moins xk. Alors on pourrait simplement avoir envie de compléter les carrés. C'est-à-dire qu'on sent que ceci n'est rien d'autre que le développement d'un produit scalaire, d'une norme. Alors, on va le faire, parce qu'effectivement, c'est le cas. Donc, si on complète les carrés par 1 sur 2L, donc c'est du x étoile moins xk au carré, plus 1 sur 2L de x étoile moins xk au carré, eh bien, on peut obtenir que tous ces termes-là, tout cela, est égal à donc 1 sur 2L fois x étoile moins xk moins x étoile moins xk moins L PL de xk au carré. Et ceci, eh bien, c'est rien d'autre que xk plus 1. Donc, nous sommes en train de montrer que f de xk plus 1 moins f de x étoile, c'est inférieur ou égal à 1 sur 2L de x étoile moins xk au carré moins x étoile moins xk plus 1 au carré. Et ceci, eh bien, c'est les termes d'une suite qui va être une série qui va pouvoir donner lieu à une série télescopique. Donc, on peut obtenir que si on somme, eh bien, les f de xl moins f de x étoile vont être inférieurs ou égaux à 1 sur 2L de x étoile moins x0 au carré moins x étoile moins xk au carré. Donc il faudrait sommer pour L égale 1 jusque k-1. Et par ailleurs, on sait que les f de xl sont décroissants. On l'a montré ici. Donc, ceci va être supérieur à k-1 f de xk moins f de x étoile. Et l'on obtient donc la borne que l'on désirait. Au détail près qu'il doit y avoir un problème d'indice dans ce que j'ai indiqué, puisque là il y en a k, donc c'est probablement du k plus 1 qu'il faut écrire dans l'énoncé, mais bon, peu importe. L'idée est qu'en fait cette décroissance est bien linéaire, et c'est ça que l'on cherchait à obtenir. Alors, en fait, ce qui est important surtout de retenir de cette preuve, c'est deux choses. C'est que on a que les f de xk sont décroissants. Donc, comme ces f de xk sont décroissantes, il s'agit d'une méthode de descente.
qui veut dire qu'entre deux itérations, on a bien la garantie que l'estimateur f de xk que l'on obtient du f de x étoile est meilleur que celui qui précédait. Donc, c'est quelque chose qui évidemment est très intéressant. On améliore systématiquement l'estimation du minimum. Donc ça, c'est une première propriété. Et la deuxième, qui est très importante, eh bien, c'est qu'en fait, on est, au final, en train de faire une méthode de descente. C'est-à-dire que ce xk plus 1 et qui est égal à xk plus lpk, eh bien, ce pk ici, c'est en quelque sorte un gradient. Donc c'est effectivement une méthode de gradient ce que l'on est en train d'utiliser. Finalement. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une méthode de gradient proximal, puisque ce gradient est exprimé à l'aide d'un opérateur proximal. Et donc ça, on peut faire le lien avec le fait que le gradient de l'enveloppe de Moreau était du 1 sur mu fois x moins le prox, pour rappel. Bien, c'est exactement ce que l'on a montré. Ici, on est en train d'utiliser PL de x comme étant du moins, évidemment, x moins le proximal, etc. Et donc, c'est en fait finalement une méthode de gradient, ce qu'on est en train de faire. Voilà, et donc c'est réellement important de comprendre cela parce que ça explique pourquoi est-ce que ces méthodes fonctionnent aussi bien. Donc ce sont des méthodes qui utilisent, en fait, finalement, qui reposent sur un équivalent direct des méthodes de gradient dans le cas différentiable. À noter quelque chose également, c'est qu'en fait, on a besoin évidemment pour les utiliser, d'utiliser l'opérateur proximal, de définir cet opérateur et donc de le calculer. C'est ce que je disais initialement, c'est qu'en fait, selon le choix que l'on va faire de G et H, eh bien, donc le H va être différent. Évidemment, on n'a pas un degré de latitude infini puisque G plus H doit être égal à F, donc il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Mais en choisissant le H d'une bonne façon, on peut rendre le calcul de cet opérateur proximal plus aisé. Et on a donc de nombreux cas où cette technique va être utile. Alors, malheureusement, un inconvénient, c'est que, comme vous l'avez vu, il faut que l'on choisisse le pas, si on le choisit à pas fixe, il faut qu'il soit choisi en fonction de la constante de Lipschitz de G, ce qui est une information dont on ne dispose pas obligatoirement. Donc, pour ce faire, on a un algorithme, une variante de cet algorithme qui consiste à mettre à jour le pas à l'aide d'une recherche linéaire. Donc, on va le détailler ensemble. L'idée de cet algorithme, c'est de partir donc d'un x0 appartenant à Rn et d'un pas L0 donné, que l'on choisit de façon quelconque. À partir de ce x0, on va calculer g en x0 et le gradient de g en x0. On choisit un certain paramètre état, qui va être un paramètre de réglage, qui va appartenir à 0,1, qui va être une raison avec laquelle on va faire décroître le pas. Alors, ce que l'on fait, c'est la chose suivante. On calcule un z, qui va être le proximal de LKH en xk moins LKRK. Donc, on tente de réaliser une itération de l'opérateur proximal tel qu'on le ferait dans l'algorithme nominal. Et à l'aide de ce z, on calcule un g chapeau LK, qui en fait va être une estimation de G à l'ordre 2. Donc plus exactement, ici on n'a rien d'autre que le développement de Taylor à l'ordre 1 de G en Z au voisinage de xk. Et ici on a un terme quadratique, mais où au lieu de prendre le hessien de G, eh bien on calcule 1 sur LK. LK étant choisi, si LK est inférieur ou égal à 1 sur grand N, eh bien, ceci va être une borne supérieure de G. Donc, si c'est effectivement le cas, eh bien, la condition qu'on a écrite ici, qui est que G de Z est inférieur ou égal à G chapeau de LK de Z, va être vérifiée. Et donc, on arrête la recherche, on choisit xk plus 1, on arrête la recherche, on choisit xk plus 1 égale Z, et on met à jour gk plus 1, puis on recommence. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on fait diminuer LK d'une raison état.
et on recalcule Z, on revérifie si effectivement, pour ce choix de LK, on a G chapeau de LK qui est plus grand que G. Voilà. Et de façon itérative ainsi, comme les LK vont tendre en multipliant par un état qui est entre 0 et 1 vers 0, on sait qu'on va finir par avoir un LK qui est suffisamment proche et donc qui est inférieur à 1 sur grand L. Voilà. Le fonctionnement de cet algorithme. Et plus génériquement parlant, eh bien, on appelle cette façon de procéder de multiplier par état et d'avoir des raisons décroissantes une recherche linéaire. Et c'est aussi comme ça qu'on peut procéder pour calculer les pas de Wolf, comme les conditions de Wolf, comme vous avez pu le voir lors du TP. Ok, alors, je ne vais pas imprimer le résultat qui correspond, mais il y a un résultat qui est de convergence qui est exactement similaire à celui qu'on vient de voir pour cet algorithme. Je voudrais finir donc par une méthode qui est totalement différente, qui est donc, enfin une famille de méthodes totalement différentes que l'on qualifie de méthode de faisceau. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, ces méthodes, elles changent totalement de perspective puisqu'elles ne travaillent pas avec la fonction f directement, mais elles construisent une estimation appropriée de f. Donc f étant non différenciable, eh bien, on va considérer des approximations de cette fonction. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais essayer de vous faire un dessin pour qualifier ce point. Eh bien, mettons que la fonction, on va prendre le cas où cette fonction est différenciable. Comme ça, on ne va pas se poser de problème, et puis ça va être x carré, par exemple. Alors, la méthode va fonctionner comme ça. On va disposer d'un certain nombre de points. Donc, mettons qu'ils vont être entre 1 et k. Donc, ça. Allez, je vais les prendre comme ça. x1, x2, x3, x4. Et on va supposer que pour chacun de ces pas, chacun de ces points, pour xk, on va disposer de f de xk et de gk qui appartient à des ronds f de xk, donc d'un certain sous-gradient appartenant au sous-différentiel. Voilà. Donc on dispose, ici tout est différentiel, donc évidemment en fait ce n'est que le gradient sur ce dessin, mais peu importe, ça va donner l'idée. On dispose de tous ces points. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est à chacun de ces points construire l'hyperplan de support. Donc pour chacun de ces points, on va considérer f de xi plus gi transpose y moins xi. Donc ici, ce serait cet hyperplan, par exemple, celui-ci, ici, puis celui-là, et celui-ci. Voilà, on considère tous ces plans, et on va en prendre le max. Et on va donc approcher la fonction f avec laquelle on est en train de travailler par une sous-fonction affine. Voilà. Et cette approximation va être, donc ici on est avec 4, va être notre fonction phi4 avec laquelle on va travailler. Voilà, donc vous avez l'expression exacte de la fonction avec laquelle on est en train de travailler, que j'ai tracée en rouge dans le cas k égale 4. Et on va mettre à jour systématiquement tout ça, c'est-à-dire qu'on va travailler avec cette fonction phi k. On va minimiser phi k, ce qui va nous donner un point xk plus 1. À xk plus 1, on va calculer f en xk plus 1, gk plus 1. On va mettre à jour à l'aide de ces deux informations et du faisceau que l'on avait avant, donc de tous les xl, f de xl, gl. Donc on va mettre à jour ce faisceau
en le complétant de xk plus 1, f de xk plus 1, gk plus 1, construire une nouvelle fonction que l'on va appeler f de k plus 1, phi de k plus 1, et on itère. Voilà, et donc à l'itération suivante, mettons que par exemple on ait construit un nouveau point qui soit là, eh bien on va compléter l'approximation par ce nouvel hyperplan, ceci, ceci, ceci et ceci, par exemple. Bon, évidemment, en réalité, comme on minimise, on va plutôt être en train de chercher ce point-là, puis on va être en train de raffiner ici, mais c'est pour vous donner l'idée sur le dessin. Voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est une méthode qui est très prometteuse, qui est extrêmement utilisée en pratique, mais qui va souffrir de deux choses. Donc, les inconvénients. Bien, le premier, ça va être un inconvénient de mémoire. Parce qu'on doit, à chaque itération, stocker xk, f de xk, gk, mais également tous les xk, f de xk et gk antérieurs. Donc, on va avoir on va dire un buffer, par exemple, dont la taille va augmenter avec le temps. Et ça peut effectivement être très prenant en termes de mémoire. Le deuxième, c'est que c'est absolument pas une méthode de descente. Parce que comme la fonction φk que l'on considère est une approximation inférieure du f, qui certes va devenir de mieux en mieux au fur et à mesure du temps, mais ça reste une approximation. Donc être en train de minimiser φk ne veut absolument pas dire que l'on est en train de minimiser f. Au fur et à mesure, on espère qu'effectivement le minimum que l'on est l'estimateur que l'on est en train de construire va converger vers le bon minimum, mais dans les itérations successives, il n'y a aucune garantie que les minimiseurs successifs que l'on considère des φk soient de mieux en mieux pour la fonction f originelle. Ça ne va être le cas qu'au bout d'un certain temps. Donc ça va être une méthode qui n'est pas de descente, malheureusement. Et ça va être aussi un gros inconvénient. Voilà. Et un dernier point que je voudrais aborder ici, c'est que vous pourriez vous demander, d'accord, mais quel est l'intérêt d'être en train d'approcher cette fonction par une fonction qui va être affine par morceau, puisque cette fonction affine par morceau, eh bien, elle n'est pas différentiable, elle non plus. Oui, sauf que on peut réécrire ce problème sous la forme d'un problème LP, en étant en train de minimiser x sous les contraintes que, eh bien, x est supérieur ou égal à, enfin, sous les contraintes, pardon, que phi k soit supérieur ou égal à max tf de xk. Donc ici, on va pouvoir être capable de réécrire un certain nombre de contraintes linéaires. Et donc, on a réécrit le problème sous une forme de linéaire programming. Donc ce problème est lui différenciable et va être facilement résoluble. Donc on est passé d'un problème où on avait éventuellement un problème qui était hautement non différenciable à un problème qui est assez simple à résoudre, mais qui va souffrir des inconvénients que j'ai mentionnés ici, mémoire, méthode non descente, etc. Voilà. Et donc dans les faits, à l'heure actuelle, les algorithmes qui sont utilisés sont très souvent un mélange entre méthode de faisceau et méthode de gradient proximal. Donc avec ceci, on va clôturer ce tour d'horizon des méthodes d'optimisation non différenciables sans contrainte. Donc il faut garder en tête que toutes ces méthodes visent à long terme à être utilisées dans des algorithmes d'optimisation non différenciable avec contrainte, évidemment. Comme on a pu le voir, les conditions de KKT ne se translatent pas directement, ou du moins pas aussi facilement, au cas non différenciable. Mais l'espoir est de pouvoir se baser, lorsqu'on dispose d'une condition de Slater ou autre, par exemple, sur les algorithmes que l'on a vus dans le cas différentiable, et simplement d'utiliser les méthodes de faisceau, par exemple, ou le gradient proximal comme couche nominale d'optimisation dans un algorithme de contrainte active, par exemple. Alors, c'est une thématique qui, encore à l'heure actuelle, est un objet de recherche assez active. Les méthodes qui semblent le plus prometteuses, donc comme je vous le disais, semblent être un mélange entre méthode de faisceau et méthode de gradient proximal, mais c'est des choses qui évoluent encore à l'heure actuelle. Voilà, donc on va s'arrêter là pour toute cette partie-là, et puis qui était la partie en live, disons, de cette vidéo. Et je vais maintenant vous montrer un certain nombre de slides pour vous faire un résumé des points fondamentaux que l'on a pu couvrir pendant le cours.
Voici donc les slides promis. Alors, avant de les parcourir ensemble, je voudrais juste vous préciser que je vais aller relativement rapidement dans leur parcours, puisque l'idée n'est pas de vous réexpliquer les éléments qu'ils contiennent, mais simplement de vous les rappeler. Donc, je voudrais simplement vous faire une vue d'ensemble de tous les éléments qui sont dans le cours pour vous permettre d'acquérir un petit peu de perspective par rapport à eux, et puis également de vous rendre compte s'il y a des points que vous avez moins bien compris, pouvoir mettre pause et vous référer au polycopier. Bien, alors, le cours avait débuté par une étude de l'ensemble des conditions générales dont on disposait pour être capable d'assurer qu'il existait un minimum. Donc on dispose simplement de deux résultats dans le cours. Le premier est celui d'une fonction qui est continue de Rn dans R définie sur un compact K de Rn. Et bien alors, on sait que le problème de recherche de min de x sur k de f de x possède une solution x étoile, qui n'est pas forcément unique et qui appartient à k. Donc on l'appelle Weierstrass dans le cours, il porte d'autres noms, et c'est simplement un résultat que vous connaissez déjà, qui est celui qu'une fonction continue sur un compact K admet et atteint un min et un max. Voilà. Plus généralement, on dispose d'un autre théorème qui est que si une fonction qui va de Rn dans R est continue et vérifie une propriété qu'on appelle parfois coercive ou parfois propre, qui est la suivante, donc qui est que la limite de f de x est plus l'infini lorsque la norme de x tend vers plus l'infini, donc lorsque on part vers la frontière du domaine, et bien alors il va exister une solution au problème de minimisation sur Rn. Voilà les deux seuls résultats dont on dispose d'existence, dans le cas le plus général. On a des conditions en revanche nécessaires et suffisantes pour qu'un point soit un minimum. Ces deux conditions portent sur le cas où l'on est défini sur un ouvert maintenant. Donc si x étoile est un point d'un ouvert oméga de Rn, et que la fonction f que l'on considère est deux fois différenciable, alors une condition nécessaire pour que x étoile soit un optimum, c'est que le gradient un optimum de f, c'est que le gradient de f en x étoile soit nul, c'est-à-dire que f soit un point critique, et on ajoute à ça le fait que le hessien en x étoile doit être positif. Bien. Une condition suffisante, le pendant de celle-ci, c'est exactement la même chose, donc x étoile est un optimum local si le gradient de f en x étoile est égal à 0 et le hessien est maintenant défini positif. Bien évidemment, la condition nécessaire n'est pas suffisante et la condition suffisante n'est pas nécessaire ici. En revanche, on dispose d'un autre cas où l'on est capable plus génériquement, moins génériquement évidemment, mais de donner des conditions qui sont plus précises et c'est celle des fonctions convexes. Donc pour rappel, une fonction est dite convexe si elle est définie sur un ensemble qui est convexe. Donc un ensemble convexe est un ensemble qui, pour deux points à l'intérieur du domaine, quels que soient les deux points que l'on considère dans ce domaine, l'intervalle qui relie les deux points est dans le domaine. Donc une fonction qui est définie sur un tel ensemble est convexe si, quels que soient les points d'intersection de cet intervalle reliant x à y, la fonction f est en dessous des cordes. Donc ce qui est défini dans la définition 8 sur le slide. Des définitions équivalentes de f convexe sont les suivantes. F est convexe si et seulement si son épigraphe est convexe. L'épigraphe étant défini comme l'ensemble des points de Rn, de R qui sont au-dessus de la courbe. Donc c'est l'ensemble des points xy tels que y est au-dessus de f de x pour un certain x. Et dans le cas où l'intérieur de E est non vide, ceci est équivalent à une caractérisation par hyperplan d'appui, qui est donc que quel que soit x à l'intérieur du domaine, eh bien, il va exister un alpha appartenant à Rn, tel que l'hyperplan d'appui f de x plus alpha transpose y moins x est en dessous de f de y, quel que soit y appartenant à E. Alors, à partir de cette caractérisation, eh bien, on peut définir ce que l'on va appeler le sous-gradient. Donc, un sous-gradient est un vecteur v appartenant à Rn, et c'est un sous-gradient de f à un point x0, si et seulement si v est une direction, un alpha, qui correspond au point x0, et qui définit donc une droite de support, ou un hyperplan de support, pardon, plus génériquement. Et l'ensemble de tous ces sous-gradients v, eh bien, va constituer ce que l'on va appeler le sous-différentiel des ronds f de x0. Donc ce sous-gradient généralise la notion générale de gradient et le sous-différentiel va être un ensemble de Rn qui, dans le cas où la fonction est différenciable, se réduit uniquement à un singleton constitué du gradient de f en x0. Alors, dans le cas où la fonction est différenciable, est définie sur un ouvert oméga, eh bien,
on dispose d'une réécriture des conditions qu'on a vues précédemment de convexitude. Donc en particulier, on a que la fonction d'hyperplan que l'on avait avant va s'écrire sous la forme du gradient de f de x transpose fois y moins x, donc la propriété numéro 2. On a également une troisième propriété équivalente qui est celle de monotonicité du gradient. Donc c'est-à-dire que quels que soient deux points x, y que l'on prenne dans l'ouvert oméga, le gradient de f en x moins le gradient de f en y, lorsque l'on l'applique, donc transposé à x moins y, eh bien cet ensemble, ce réel, est positif. Et si la fonction est deux fois différenciable, on peut simplement regarder son hessien, et f convexe est équivalent au fait que le hessien est positif, quel que soit x appartenant à oméga. Bien. Étant donné donc que l'on dispose de cette quatrième propriété, eh bien... Ah, pardon, j'ai sauté une étape. On a également une autre définition qui est celle d'une fonction fortement convexe. Donc une fonction fortement convexe, qu'on appelle aussi alpha convexe, est une fonction qui est telle que f moins alpha sur 2, la norme au carré, est convexe. Et on a des propriétés donc équivalentes pour caractériser l'alpha-convexité qui ressemblent dans une certaine mesure au théorème 9 que l'on venait de voir, qui sont le théorème 11, qui sont principalement donc f alpha convexe, si et seulement si, eh bien on a f de y qui est au-dessus d'un hyperplan de support plus une fonction au carré. De même, pour la caractéristique de monotonicité, on n'a pas uniquement la monotonicité, on a le fait que le gradient évalué en x moins y est plus grand que, à nouveau, une norme au carré. Et une propriété qui est aussi très utile, qui est que le hessien va être plus grand que alpha fois l'identité, quel que soit x appartenant à oméga. Donc les fonctions fortement convexes ont joué un très grand rôle, de même en optimisation. Alors, dans le cas où on a des fonctions qui sont convexes, eh bien alors, on peut se passer des propriétés, on peut préciser les propriétés de conditions nécessaires et suffisantes qu'on avait précédemment. Et donc, si une fonction f est convexe, eh bien, x étoile est un minimiseur global de f, si et seulement si 0 appartient au sous-différentiel de f en x étoile. Donc, dans le cas où c'est différenciable, cette propriété serait écrite sous la forme si x étoile est un minimiseur global de f, x étoile est un minimiseur global de f, si et seulement si le gradient de f en x étoile est égal à 0. Donc si et seulement si x étoile est un point critique. Et tout minimiseur local d'une fonction convexe est un minimiseur global. Voilà la chose dont on dispose dans le cas convexe. On peut se ramener uniquement à être en train d'étudier des points critiques. Donc, ce qui est un grand gain par rapport aux conditions générales que l'on avait précédemment. Et dans le cas fortement convexe, donc on a évidemment le résultat, le théorème 6 qui s'applique, mais on a également le fait que ce minimiseur va être unique et global, évidemment. Bien, voilà tout ce que l'on peut dire maintenant et tous les éléments dont on a besoin de l'analyse convexe avant de pouvoir traiter les méthodes différentielles. Donc dans un premier temps, regardons les différentes méthodes dont on dispose pour résoudre des problèmes d'optimisation sans contrainte. Donc la première grande famille que l'on a vue, c'est celle des méthodes de gradient. Alors, cela consiste à itérer xk et à le mettre à jour selon la formule xk plus 1 égale xk plus lk pk, où lk va être un pas de descente et pk une direction de descente. Ce pk, l'idée des méthodes de gradient et des méthodes de descente va être de le choisir de sorte à ce que pk transpose le gradient de f en xk soit négatif. De la sorte, on peut assurer que, au moins localement, par un développement de Taylor au premier ordre, les f de xk vont décroître entre deux itérations. Donc, la première méthode que l'on a vue, c'est celle de gradient à pas optimal, où on choisit de prendre pk comme étant moins gradient de f de xk directement, et où l'on choisit le pas des itérations comme étant l'argmin des f de xk moins l gradient de f en xk. C'est-à-dire que l'on va choisir le lk qui va minimiser le plus possible f dans la direction des moins gradients de f de xk. Alors, on a montré que si f était alpha convexe, différenciable et de gradient lipschitzien sur tout borné, eh bien cet algorithme convergeait vers l'unique solution x étoile du problème d'optimisation.
Alors, j'en profite pour vous dire que nous n'attendons en aucun cas de vous que vous vous rappeliez évidemment de tous les théorèmes, des hypothèses de tous les théorèmes de convergence, à savoir toutes les propriétés exactes dont il faut disposer pour avoir convergence de telle ou telle méthode. Ça, vous pouvez vous rapporter évidemment directement au poly, mais c'est des choses qu'il ne faut pas savoir par cœur. En revanche, il faut être capable de comprendre les preuves associées au théorème et pourquoi est-ce que chacune des hypothèses était nécessaire ou où est-ce qu'elle intervenait. Donc, ce qu'il est important de retenir du théorème 13, c'est que nous avions besoin de l'alpha-convexité pour avoir une convergence. Mais bien évidemment, résoudre le gradient à pas optimal nécessite de résoudre un sous-problème d'optimisation qui est celui du calcul de l'argmine. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire en pratique. Donc, on va plutôt utiliser des conditions qui sont les conditions de Wolff, donc qui sont deux conditions. La première étant la condition d'Armijo, qui est définie donc par l'égalité 3, que je ne vais pas lire. Égalité 3 qui dépend d'un paramètre C1 et une condition de courbure, l'inégalité 4, qui elle dépend d'un paramètre C2. Les conditions de Wolff vont donc être ces deux conditions choisies ensemble avec les paramètres C1 et C2 tels que 0 et tel que C1 est plus grand que strictement que 0, C2 plus grand strictement que C1 et C est également strictement inférieur à 1. Alors, graphiquement, on sait que donc la condition d'Armijo va correspondre à la courbe qui est à la droite affine qui est tracée en rouge et on souhaite sélectionner les pas, un pas, L, tel que l'on est en dessous, tel que la fonction f est en dessous de cette courbe, de cette droite, ce qui nous donne les deux intervalles tracés en rouge par les flèches. Les pas qui nous permettent donc de satisfaire la condition d'Armijo. La condition de courbure, elle, nous demande que la courbure courante sur la courbe de la fonction f soit plus grande que celle en bleu qui est tracée à l'origine. On obtient donc les deux autres intervalles qui sont en bleu, qui sont indiqués en bleu sur les figures. Wolff est donc l'intersection de ces deux conditions et correspond donc aux deux intervalles en violet donnés ici. Donc, intuitivement, pratiquement, à quoi cela correspond, Armijo va nous forcer à ne pas considérer des pas trop importants et les conditions de courbure va nous forcer à choisir des pas qui ne sont pas trop petits non plus. De la sorte, en ayant un pas qui n'est pas trop grand, on va pouvoir préserver la stabilité de l'algorithme de descente et en choisissant un pas qui n'est pas trop petit, on va pouvoir avoir une certaine rapidité. Les paramètres C1 et C2 nous permettent de paramétrer, de scaler la rapidité versus la convergence, versus la stabilité que l'on cherche à obtenir. Voilà les deux choses, comment elles sont faites. Il va systématiquement, à partir du moment où l'on choisit C1 plus petit que C2, et entre 0 et 1, les deux paramètres, exister des pas qui vont vérifier la condition de Wolff. Et auquel cas, si l'on choisit cela, eh bien, si f est différenciable et borné inférieurement est tel que son gradient est lipschitsien, on a alors la convergence vers un point stationnaire de l'algorithme. C'est-à-dire que le gradient des f de xk tend vers 0 en norme. On a donc perdu la caractéristique d'avoir un point stationnaire, mais si la fonction est convexe, on sait que cela est suffisant pour obtenir un minimum. Une variante de cet algorithme est le gradient stochastique, où au lieu d'être en train de choisir directement la direction de descente comme étant le gradient en entier, on va choisir uniquement une dérivée partielle de ce gradient. Donc cet algorithme rentre dans la catégorie des algorithmes de descente, puisque l'on a bien pk transpose le gradient en f de xk qui est négatif. L'intérêt de cet algorithme, donc on va choisir ces directions de descente, ces dérivées partielles de f, selon une autre probabilité pi que l'on va se donner. Et le pas est ici choisi à pas fixe, mais donc un certain θ sur li étant, c'est pas précisé ici, excusez-moi, mais li est ici va être choisi comme étant une borne sur les dérivées secondes partielles de f, par exemple. Mais bon, on choisit un certain pas. Donc l'intérêt de ce gradient va être de ne pas systématiquement calculer l'intégralité du gradient et de calculer uniquement une différence finie scalaire. Un accroissement fini scalaire plutôt. Excusez-moi. Donc dans le cas où numériquement on ne dispose pas
d'une formule analytique du gradient, ou bien dans le cas où on a un problème qui est vraiment de très grande taille et on ne souhaite pas calculer ce gradient systématiquement, eh bien on peut avoir recours à cet algorithme qui va simplifier les calculs et la complexité et l'effort numérique. Bien sûr, cet algorithme va être plus lent qu'un algorithme de gradient qui se base sur la recherche linéaire, par exemple, c'est-à-dire qu'il va nécessiter plus d'itérations pour converger. Une méthode qui est plus efficace consiste à ne pas garder uniquement que la dérivée au premier ordre, mais au second ordre. Et si l'on procède de la sorte, si l'on fait un développement de second ordre de Taylor de la fonction f, eh bien, on peut trouver que la direction optimale pour minimiser entre deux itérations f de xk va revenir à choisir l'algorithme de Newton, qui est l'algorithme 3, qui consiste en xk plus 1 égale xk, moins l'inverse du hessien de f en xk, fois le gradient de f en xk. Et on peut montrer que si f est deux fois différenciable, tel que le hessien est défini positif en un minimum x étoile, et tel que ce hessien est également localement Lipschitz au voisinage de x étoile, et bien cet algorithme de Newton converge quadratiquement vers le minimum si on a initialisé le point suffisamment proche du minimum originellement. On a donc convergence quadratique. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle nécessite d'inverser le hessien, et que cela va être très lourd d'un point de vue algorithmique. Donc la complexité de l'algorithme va être très importante, va nécessiter beaucoup de mémoire également. Et donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à utiliser en pratique. On lui préfère donc assez souvent l'algorithme de BFGS suivant, donc où on va approcher ce hessien, c'est-à-dire considérer une approximation du hessien comme étant hk plus 1. Et c'est ce hk que l'on va utiliser en lieu et place de l'inverse du hessien. Ce calcul de hessien est fait uniquement par la formule itérative de BFGS qui est donnée donc à la 5e ligne de l'algorithme et qui nécessite uniquement des multiplications matricielles. Bien. On est capable de montrer sous certaines hypothèses de lipschitzianité, que je passe, que cette convergence est superlinéaire. On a donc des performances qui sont assez proches de celles de Newton, où on avait une convergence quadratique, tout en étant capable de préserver le fait d'avoir une complexité qui n'est pas trop importante. Une dernière famille de méthodes de gradient, donc de méthodes en tout cas pour l'optimisation différentielle sans contrainte que l'on a vue, est celle des gradients conjugués. Donc, qui consiste à regarder des directions A conjuguées pour une matrice A qui est symétrique définie positif. Et ces directions sont dites A conjuguées si PI transpose grand APJ est égal à 0, quel que soit I différent de J. Donc ce sont des méthodes qui sont adaptées aux fonctions quadratiques de grande taille. Et en quoi est-ce que cela consiste ? Eh bien, ça consiste à minimiser systématiquement, suivant chacune des directions conjuguées de la matrice A, l'une après l'autre. Alors, l'algorithme consiste à à choisir des pas LK selon une certaine formule qui nous est donnée de sorte à être en train de minimiser selon la direction PK, donc on obtient ce LK. On met à jour le XK plus 1 suivant la direction PK, et la direction PK plus 1 est, elle, calculée automatiquement à l'aide des résidus RK et des LK, PK de l'itération précédente. Donc, l'idée de l'algorithme du gradient conjugué est de prendre les deux directions orthogonales qui correspondent, donc une base orthogonale correspondant à la matrice A, et de minimiser suivant chacune de ces directions. On converge alors en n étapes, n étant la dimension de l'espace dans lequel on travaille. Donc sur ce dessin, vous pouvez voir que l'on va d'abord minimiser suivant une des deux directions de l'ellipse, puis suivant une autre, et que si l'on avait utilisé ici une méthode de gradient, même à pas optimal, celle à pas optimale, puisque sur celle à pas optimale, on sait par la preuve du gradient à pas optimal que les deux directions de descente vont être orthogonales l'une après, donc que les directions de descente successives vont être orthogonales, on aurait mis beaucoup plus d'itérations avant d'avoir pu converger. Et donc le résultat dont on dispose, c'est qu'effectivement, eh bien, si on note KA, le rapport, donc le conditionnement du problème, le rapport entre la plus petite et la plus grande des valeurs propres de A, eh bien, on a le résultat de convergence qui nous est donné sur ce slide et que l'on va souvent utiliser pour arrêter la convergence avant les n étapes, puisque ce sont des méthodes qui sont
particulièrement approprié pour les problèmes de grande taille, et donc on va essayer de ne pas aller jusqu'au bout des calculs parce que grand N va être très important. On va donc se baser sur cette borne pour être capable d'arrêter les calculs. Bien, alors tous ces algorithmes s'appliquent aux fonctions quadratiques, donc 1 demi de x transpose à x moins b transpose x. Mais on peut les généraliser aux fonctions non linéaires selon des algorithmes qui sont... Donc il y en a deux variantes qui sont données dans le polycopier, Fletcher-Rives et Pollack-Rivière. Et dans les deux cas, on a maintenant une convergence superlinéaire. Alors, pour faire un petit bilan de tous les éléments dont on dispose jusqu'à présent pour la méthode différentielle sans contrainte, donc on a vu gradient, Newton, quasi-Newton, gradient conjugué. Bien. Les méthodes de gradient, en fait, en elles-mêmes, en tant que telles, elles n'ont pas particulièrement d'intérêt parce qu'elles ont finalement en général des propriétés de convergence qui sont seulement linéaires. Celle à pas optimale n'est jamais utilisée en pratique parce qu'elle nécessite de résoudre un sous-problème dans le cas 1D, certes, mais un sous-problème et on n'en a pas besoin en pratique. On se contente des conditions de Wolf par une recherche linéaire. On peut utiliser l'algorithme de gradient stochastique dans le cas d'un problème de grande taille, car il nous permet donc du coup de ne pas de lever une partie des problèmes liés à l'implémentation d'un gradient numérique dans ces cas-là, lorsque l'on ne dispose pas et lorsqu'on a un problème de grande taille et qu'on ne souhaite pas calculer le gradient. Mais évidemment, il faut être conscient que les résultats que l'on obtiendra en termes d'itération vont être beaucoup moins satisfaisants et beaucoup moins performants. Donc, la méthode de Newton, on a vu que nous avions une convergence quadratique, mais évidemment, il y a un gros problème de complexité. On a un grand taux de n cube pour cet algorithme, dont un grand taux de n carré qui est dû simplement à l'inversion du hessien. On lui préfère donc des méthodes de quasi-Newton, type DFP ou BFGS, qui ont des propriétés de convergence qui sont tout de même intéressantes, puisqu'elles sont super linéaires, et qui conservent et qui permettent de... qui en pratique donc requiert à peu près le même nombre d'itérations, mais avec une complexité qui est bien moindre, qui est en grand taux de n carré. L'inconvénient de cette méthode, eh bien, c'est qu'elle nécessite de stocker néanmoins le hessien, donc il faut avoir une mémoire qui est, lorsqu'un problème est de grande taille, il faut avoir une mémoire suffisante. Les gradients conjugués peuvent constituer une alternative intéressante puisque leur convergence est super linéaire et même exacte, et que ce sont des méthodes qui ont été développées pour des problèmes de grande taille originellement. Donc, si l'on doit retenir quelque chose de ce tableau, c'est le fait que finalement les trois méthodes, on va dire, qui sont intéressantes pour des problèmes de grande taille ou intéressantes génériquement, vont être quasi-Newton, stochastique, le gradient stochastique et les gradients conjugués finalement. Bien, nous pouvons maintenant passer à l'optimisation sous contrainte. Alors, dans un premier temps, nous avions regardé des contraintes égalité. Donc, nous étions intéressés à un problème de minimiser une fonction f sous les contraintes c de x et u égale à 0 en ayant divisé x en deux composantes, une que l'on continue à noter x qui vit dans Rn et u qui vit dans Rm. Et nous avions noté le Lagrangien du problème comme étant donc f plus lambda transpose c de xu. Donc le Lagrangien est le problème originel auquel on a adjoint les contraintes c en les multipliant par un lambda, donc qui est un vecteur qui vit dans Rn, ici, le nombre de contraintes que l'on a, qui donc sont au nombre de n, ici. Et donc ce lambda, on peut voir ce problème, ce lambda transpose c, comme étant un problème de pénalisation, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que si c n'est pas égal à 0, eh bien le problème devient très important, très grand, par exemple. Ce serait l'idée. Alors, le théorème dont on dispose, le théorème 23, nous dit que si on considère un point stationnaire du Lagrangien, x étoile, u étoile, lambda étoile, eh bien alors, les deux premières composantes, x étoile et u étoile, constituent un point stationnaire de f sous la contrainte c, donc un point stationnaire de notre problème originel. Les points qui vont donc nous intéresser a priori sont les points stationnaires de L. Par ailleurs, on a deux propriétés sur les multiplicateurs de Lagrange. Les multiplicateurs de Lagrange vont nous permettre d'une part de relier le gradient de la fonction en un point optimal, ou en un point stationnaire plutôt, ici pour le moment, au gradient des contraintes en un point stationnaire. Lambda étoile nous sert à relier les gradients de la fonction objectif et de la contrainte. Mais il nous sert également, par le théorème 25, qui est celui de coût marginal, à caractériser les variations du coût optimal en fonction des contraintes.
Voilà les deux propriétés importantes que vérifient les multiplicateurs de Lagrange. Si maintenant, nous intéressons à un problème d'optimisation sous contrainte inégalité, eh bien, on dispose du résultat très important suivant, qui est le résultat, donc, des conditions de Karouch-Kuhn-Tucker, conditions KKT, qui nous disent que si on considère un point x étoile dans Rn, et que l'on considère les contraintes qui sont actives en x étoile, c'est-à-dire les contraintes qui valent ci de x étoile égale à 0, et non pas strictement inférieur à 0, c de x étant inférieur ou égal à 0 ici, on a deux possibilités, ci de x peut être égal à 0 ou strictement inférieur à 0. Donc on nomme les contraintes actives l'ensemble des contraintes qui sont nulles, qui s'annulent en x étoile. On note grand I les ensembles des indices qui correspondent à ces contraintes actives. Bien, sous l'hypothèse que ces contraintes sont qualifiées, c'est-à-dire que la famille des gradients des CI en x étoile est une famille libre, alors on a que si x étoile est une solution de notre problème de minimiser f en c de x inférieur ou égal à 0, le gradient des f de x va appartenir au cône convexe qui est engendré par moins les gradients des CI, i appartenant à la famille des indices des contraintes actives. Ou dit autrement, on a qu'il existe des lambda i positifs tels que les gradients de f de x étoile, le gradient de f en x étoile est égal à moins la somme des lambda i, les gradients des ci en x étoile, pour i allant de 1 à m. Et ces lambda i sont tels que lambda i ci de x étoile est égal à 0. On a donc soit ci de x étoile égale à 0, c'est-à-dire une contrainte active, auquel cas le lambda i est strictement positif ou égal à 0, peu importe, et ou ci de x étoile qui est strictement négatif, c'est-à-dire une contrainte qui n'est pas active, et alors le multiplicateur de Lagrange associé aux contraintes non actives est égal à 0 par cette dernière condition, ce qu'on appelle un relâchement des contraintes. Les trois points importants qui sont à retenir ici dans ce théorème sont petit 1, la notion de contrainte active, c'est-à-dire les contraintes qui s'annulent en x étoile. Petit 2, le fait que les contraintes doivent être qualifiées, donc que le gradient des contraintes actives forme une famille libre, enfin que la famille des gradients des contraintes actives forme une famille libre. Et le troisième qui est très important, c'est que les lambda i ont un signe positif. Donc les multiplicateurs de Lagrange le signe des multiplicateurs de Lagrange va être forcé par le fait que x étoile est une solution du problème de minimisation sous contrainte. Alors, dans le cas où f et c sont différenciables et convexes, et où on a une condition qu'on va appeler condition de Slater, c'est-à-dire s'il existe x appartenant à Rn tel que c de x est strictement négatif, et bien ces conditions de KKT sont nécessaires et suffisantes pour que x étoile soit un minimum global. On va donc s'appuyer sur ces conditions pour remplacer la notion de minimum. Et ces conditions de KKT, eh bien, ce sont la base de l'algorithme des contraintes actives pour les problèmes de programmation quadratique, et puis plus généralement pour les problèmes de programmation quadratique séquentielle, c'est-à-dire pour les fonctions non linéaires que l'on approche numériquement peu à peu, itération par itération, par des développements de Taylor d'ordre 2. Alors, je ne détaille pas cet algorithme de contrainte active parce qu'il est beaucoup trop long, je vous réfère au polycopier, mais il se base directement sur les conditions KKT et sur le fait que ces conditions réécrivent finalement les problèmes de contrainte inégalité comme étant une succession de problèmes avec des contraintes égalité que l'on a traités précédemment. Une autre façon de traiter les problèmes sous contrainte, c'est via l'angle de la dualité. Donc si l'on s'intéresse maintenant à un Lagrangien, qui nous est de nouveau au Lagrangien, qui nous est donné par f de x plus lambda transpose cx, on définit la notion de point-celle pour un point x étoile lambda étoile comme étant un point tel que x étoile est un minimum pour le Lagrangien à lambda fixé, égal à lambda étoile, et si lambda étoile est un maximum pour le Lagrangien à x fixé égal à x étoile et pour lambda variable. Ou, dit autrement, si L de x étoile lambda étoile est l'inf des x des L de x lambda étoile et le sup des lambda de L de x étoile lambda. Ce qu'on peut représenter donc sous les figures ci-dessous, vous voyez bien l'idée de point-celle. Donc on va maximiser en lambda et minimiser en x.
Le théorème du point-sel est aussi un résultat très important du cours, parce qu'il nous permet de passer du problème original que l'on appelle le problème primal, qui est situé à droite, qui est le min des x du sub des lambda, au max des lambda des min des x, qui est à gauche et qui est le problème dual. Et ceci est vrai si x étoile et lambda étoile est un point-sel. Si c'est le cas, on a alors le droit d'inverser min et sup, et les deux sont égaux à L au point-sel x étoile, lambda étoile. On a alors le résultat très important qui est que si x étoile lambda étoile est un point-sel du Lagrangien sur x croix R plus M, et bien alors x étoile est une solution du problème 5. Donc, ce à quoi il faut faire attention dans le théorème 28, c'est que maintenant lambda étoile est un point-sel lambda étoile est un point qui est positif. Donc le signe des variables de lambda que l'on regarde est positif. Et la contraposée du théorème 28 nous est donnée par le fait que si f et c sont convexes, et bien alors x étoile est une solution de, si x étoile est une solution de 5 telle que les contraintes sont qualifiées, telles que les contraintes en x étoile sont qualifiées, et bien alors il va exister un lambda étoile tel que x étoile lambda étoile est un point-sel. Donc dit autrement, pour les fonctions convexes, être en train de chercher un minimum au problème d'optimisation ou être en train de regarder des points-sels pour des contraintes qualifiées revient à la même chose. Ceci donne donc lieu à l'algorithme d'Usawa, dont l'idée est de minimiser le Lagrangien en x, tout en maximisant le Lagrangien en lambda. On résout donc itérativement un problème de minimisation en x, puis un problème de maximisation en lambda, sachant que dans le problème de maximisation en lambda, on a néanmoins la contrainte que les lambdas doivent être positifs. On ajoute donc un opérateur de projection pour assurer cela. Bien, alors, si l'on résume tout ce que l'on a vu pour le moment sur les méthodes différentiables sous contrainte, on a vu que la recherche des minima sous contrainte, pouvait être remplacée par soit la recherche de points stationnaires du Lagrangien, donc ce qui est le cas dans les contraintes égalité, et ce que l'on voit aussi sous une autre forme dans les conditions KKT, dans les conditions KKT, ce qu'il faut retenir, c'est que le signe des multiplicateurs qui est associé aux contraintes actives permet de conclure si oui ou non il s'agit d'un minimum ou d'un autre point. Et ces conditions qui portent sur les points stationnaires du Lagrangien, ou les conditions KKT plutôt, se translatent dans un grand algorithme, une grande famille d'algorithmes qui est celui des contraintes actives. Mais on peut aussi voir la recherche de minima sous contrainte comme étant celle de points-sel du Lagrangien sur Rn croix R plus M. Et ceci donne lieu donc à l'algorithme d'Usawa que vous avez vu pendant les TP. Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que, sans l'avoir dit, ces deux algorithmes, les algorithmes de contrainte active et les algorithmes d'Usawa, les deux nécessitent de résoudre des sous-problèmes d'optimisation, mais des sous-problèmes qui cette fois n'ont pas de contrainte. On est donc amené à utiliser dans chacun de ces algorithmes un autre algorithme de résolution sans contrainte, donc mettons par exemple BFGS. Il faut donc, pour mettre ces deux algorithmes en pratique, être en mesure de disposer d'une brique d'optimisation pour résoudre un problème sans contrainte. Bien, la deuxième partie du cours s'est intéressée à regarder ce qu'il se passe lorsque l'on est avec des problèmes d'optimisation non différenciables. Auquel cas, l'ensemble des méthodes que l'on a vues jusqu'à présent ne peut pas s'appliquer directement. Pour faire ça, on a donc présenté un certain nombre d'outils d'éléments avancés d'analyse convexe. Le premier est la transformée de Fenchel ou conjuguée de Fenchel et est définie comme étant une fonction f étoile qui va de Rn dans R et qui est définie comme étant le sup sur x des phi transpose x moins f de x. On lui associe également la biconjuguée, qui est simplement la conjuguée de la conjuguée, donc la fonction f double étoile de x, qui est une fonction qui à nouveau va aller de Rn dans R, qui cette fois est définie comme étant le sup sur phi des x transpose phi moins f étoile de phi. Alors, cette transformée de Fenchel va avoir deux effets qui vont être importants. Le premier va être un effet de convexification, c'est-à-dire qu'on peut montrer que f étoile, quelle que soit la fonction f d'origine, qui est continue, f étoile va être convexe. Et par ailleurs, la biconjuguée de f va satisfaire f seconde, donc f double étoile est égal à f, si et seulement si f est convexe. Si f n'est pas convexe,
on récupère le fait que f seconde, plutôt que l'épigraphe de f seconde, va être l'enveloppe convexe de l'épigraphe de f. Donc on a convexifié la fonction en utilisant la transformée de Fenchel. Et par ailleurs, si f est fortement convexe, on a alors un résultat de régularisation, c'est-à-dire que f étoile est alors de classe C1 sur Rn, et on a une expression du gradient de f étoile en phi qui est donnée par un argmax. La transformée de Fenchel a donc pour un effet de convexification et de régularisation. Le deuxième élément qu'on a introduit d'analyse convexe était celui de l'opérateur proximal. Donc un opérateur proximal est défini pour une fonction f qui va de Rn dans R et un paramètre mu, strictement positif, qui va être là pour scaler de combien on est en train de changer, de transformer la fonction f. Plus on va choisir mu petit, moins on va changer cette fonction f. Donc l'opérateur proximal mu f est défini comme étant l'argmin pour S appartenant à Rn de f de S plus 1 sur 2 mu S moins x au carré. Donc l'effet de 1 plus 1 sur de ce terme 1 sur 2 mu S moins x au carré va être double, il va être régularisant, et puis il va être convexifiant puisque c'est un terme qui est fortement convexe, donc il va rajouter de la convexité à f. Et d'autre part, on définit l'enveloppe de Moreau comme étant le min de cet argmin, donc le pendant du proximal. Alors, on a un théorème qui est celui de la régularisation de Moreau-Yoshida qui nous dit que cette enveloppe de Moreau, le grand M, est de classe C1 si f est convexe. Et plus particulièrement, on a que le gradient de l'enveloppe de Moreau mu f en x est relié à l'opérateur proximal par la formule 1 sur mu de x moins l'opérateur proximal. Donc on a un effet de régularisation également par l'effet de l'opérateur proximal ou de l'enveloppe de Moreau. Et ce qui est très important, c'est que cette enveloppe de Moreau présente les mêmes minimiseurs globaux, évidemment, que f si f est convexe. On a donc équivalence entre chercher les minimiseurs de f, chercher les minimiseurs de l'enveloppe de Moreau m de mu f, et chercher les points fixes de l'opérateur proximal. Ces trois propriétés vont donc nous amener naturellement à créer des méthodes numériques à partir de l'opérateur proximal, ce qu'on va voir après. Dans un premier temps, on s'était attaché à regarder quelles sont les propriétés dont on dispose si on essaye de généraliser pour les méthodes sans contrainte l'algorithme du gradient. Donc si maintenant on ne dispose plus d'un gradient, mais puisqu'on a une fonction qui est non différenciable, si en lieu et place de prendre le gradient dans l'algorithme de méthode de gradient, on utilise un sous-gradient choisi dans le sous-différentiel de f en point courant en xk. Et bien alors on avait montré qu'on était capable de disposer d'une borne, c'est-à-dire que plus on va choisir le pas fixe dans l'algorithme de sous-gradient à pas fixe ci-dessus, plus on va à un moment donné être proche du minimiseur, x étoile, qui existe. Mais cette méthode n'est pas une méthode de descente et on ne peut pas garantir qu'on va converger. Cette méthode ne converge pas, même en règle générale. Et pour terminer, on ne sait pas à quel moment on va effectivement être suffisamment proche du minimiseur. Donc, pour pallier tous ces défauts, on peut remplacer les pas et les rendre variables suivant deux conditions qui sont données. Donc la condition 1 qui est que les LK tendent vers 0 mais que leur somme reste que les LK sont non sommables, que la somme des LK est égale à plus l'infini, ou que la somme des LK est égale à plus l'infini mais qu'elles sont de carré sommables, donc la somme des LK au carré est inférieure à plus l'infini. Si on fait ça et qu'on choisit les LK selon l'une de ces conditions, on peut montrer que sous réserve que le sous-gradient soit borné au moins localement par G et que f soit convexe, eh bien l'algorithme choisi à pas variable va converger vers un minimiseur de f. Néanmoins, ceci ne retire pas les problèmes énoncés précédemment, qui sont que cet algorithme n'est pas un algorithme de descente. Donc on n'a pas de garantie d'amélioration d'un coup sur l'autre. Et par ailleurs, on a du coup des phénomènes oscillatoires qui sont très fréquents. Une autre donc famille s'attache à utiliser les propriétés que l'on a vues sur l'opérateur proximal et notamment à essayer d'itérer une sorte de point fixe en choisissant xk plus 1 comme étant le prox des LK de f de xk, puisqu'on sait qu'un minimiseur de f va être un point fixe de cet opérateur proximal. Dans les faits, on utilise relativement peu cet algorithme parce qu'il nécessite de disposer d'un opérateur proximal pour f
et que déterminer quel est l'opérateur proximal nécessite de résoudre un nouveau problème d'optimisation et qu'on n'est pas en mesure d'avoir une façon générique de calculer cet opérateur proximal. On lui préfère donc une variante où on décompose f selon une forme qui est différenciable g et une forme qui ne l'est pas h. De la sorte, on a un petit peu de latitude pour pouvoir choisir la fonction h et être en mesure de calculer l'opérateur proximal associé à h. On obtient donc x dans l'algorithme de gradient proximal. On choisit xk plus 1 comme étant l'opérateur proximal en LH appliqué à xk moins L, le gradient de g en xk. Et cet opérateur, cet algorithme, si on choisit le pas comme étant fixe et inférieur à 1 sur grand L, où L est la constante de Lipschitz du gradient de g, on peut montrer alors que l'on a une convergence sous-linéaire de cet algorithme. Et enfin, une dernière grande famille que l'on peut utiliser est celle des méthodes de faisceau, qui est un point de vue radicalement différent de celui que l'on a considéré jusqu'à présent, puisque au lieu de travailler avec la fonction f elle-même, on va à chacune des itérations approcher cette fonction f et la minorer par un ensemble de faisceaux. Donc exactement, c'est étant donné que l'on a toutes les informations, qu'on dispose d'un certain nombre d'informations, des cas informations précédentes, du point, de la fonction f évaluée en ce point et d'un sous-gradient, on va construire des hyperplans d'appui de la fonction successive, les f de xk plus g transpose y moins xi, et construire ce phi k, donné par l'équation 8, qui est une approximation affine, inférieure de la fonction f. Et au lieu de résoudre le problème de minimiser f, on va résoudre la minimisation de phi k, obtenir ainsi un nouveau point et mettre à jour le faisceau. Donc l'avantage de cette technique, c'est que sa réalisation est assez aisée. On peut réécrire le problème de minimiser phi k comme un problème de programmation linéaire, donc un problème LP qui est différenciable et qui se résout très rapidement. L'inconvénient, c'est qu'il faut stocker au fur et à mesure du temps tous le faisceau d'informations qui, lui, va avoir une taille qui va grandir au fur et à mesure du temps. Donc ça va risquer de poser des problèmes de mémoire au fur et à mesure. Donc si l'on résume, les méthodes que l'on vient de voir jusqu'à présent, les méthodes de sous-gradient ne sont pas applicables en pratique, simplement parce qu'on a des phénomènes oscillatoires. Si l'on applique un pas fixe, on n'a pas de convergence, et donc c'est des choses que l'on va vraiment peu utiliser. Ce que l'on utilise en revanche très souvent, ce sont les méthodes de faisceau, mais qui ont l'inconvénient de ne pas être des méthodes de descente, avec des méthodes de gradient proximal, qui, elles, sont des méthodes de descente et ont donc un intérêt, ont donc un avantage assez certain. En mélangeant gradient proximal et méthode de faisceau, on peut espérer obtenir les avantages des deux méthodes. Voilà les méthodes sur lesquelles on va s'appliquer pour l'optimisation sans contrainte dans le cas non différenciable. Dans le cas différenciable, on dispose de conditions équivalentes à celles dont on disposait dans le cas différenciable en équivalent des conditions de KKT, et on peut donc espérer s'appuyer sur les mêmes techniques de méthode de contrainte active ou d'algorithme d'Usawa par exemple, mais avec des sous-briques qui, elles, se baseraient sur les faisceaux et les gradients proximaux. Ce sont des choses qui, à l'heure actuelle, sont en cours de développement. Bien, pour finir, quelques petits mots de conclusion et de perspective rapide du cours. Donc, si l'on résume, ce cours, eh bien, de quoi a-t-il traité ? Il a traité de méthodes, d'éléments techniques et pour développer des méthodes numériques pour des problèmes d'optimisation continue dans le cas de dimensions finies et plus particulièrement d'un espace euclidien Rn. Alors, les éléments qui sont présentés, théoriques et techniques et mathématiques qui sont présents dans le cours, étaient là pour sous-tendre, vous permettre de comprendre quels étaient tous les algorithmes qui sont développés et pourquoi est-ce que ces algorithmes fonctionnent et être capable, que vous soyez capable d'analyser un problème d'optimisation, de comprendre quelles sont les caractéristiques de ce problème qui sont importantes et de choisir en fonction de ces caractéristiques quel algorithme va pouvoir fonctionner et comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre ce problème. Au-delà de ça, les éléments mathématiques qui sont présentés dans le cours, ils peuvent s'étendre dans des cadres un petit peu plus génériques.
Notamment, ils peuvent s'étendre aux fonctions qui vont prendre des valeurs dans R-bar, donc qui vont avoir des valeurs égales à plus ou moins l'infini par exemple. On n'a volontairement pas fait le choix de ne pas présenter ces éléments dans le cours parce que leur formalisme était un petit peu lourd et pour rendre la chose la plus compréhensible possible. Donc ce serait le cas par exemple si on décide de prendre une fonction f qui va valoir plus l'infini en dehors d'un certain intervalle. Par exemple, une fonction, on chercherait à résoudre, à minimiser f sur 0,1 par exemple. Eh bien on va faire le choix de définir f comme étant plus l'infini en dehors de 0 et 1. Donc c'est un choix qui reste tout théorique qu'il l'est, parce qu'évidemment, à implémenter, ce serait très compliqué de définir que f est égal à plus l'infini. Mais avec le papier et le crayon, disons que c'est une façon assez naturelle d'essayer de définir les contraintes. Et qu'on peut obtenir un certain nombre de résultats théoriques en étant capable de généraliser ces fonctions à des fonctions qui sont à valeur dans R-bar. On peut également donc généraliser ces éléments à des espèces de Hilbert et non plus seulement à un espace euclidien ou à Rn. Ce qui permet d'ouvrir tout un nouveau champ de possibilités, notamment, par exemple, mettons les méthodes de noyaux reproduisants ou d'autres méthodes qui sont génériques d'identification et qui n'ont pas, a priori, qui n'ont pas de raison d'être cantonnées à la dimension finie. Mais il y a d'autres pans bien plus larges d'optimisation qui n'ont pas pu être traités dans le cours et qui se posent relativement souvent en pratique. Le premier, et vraiment le plus important, c'est celui d'optimisation combinatoire, puisque dès que l'on va avoir un problème d'ordonnancement, de recherche opérationnelle, on va être en train de manipuler des variables de décision qui vont être entières. C'est-à-dire que par exemple, si l'on est en train de regarder un problème d'ordonnancement pour décider dans quel ordre on va faire passer un certain nombre de voitures à un carrefour, par exemple, on va attacher à chacune de ces voitures une variable binaire qui va valoir 0 ou 1 selon si on décide de faire passer ou non la voiture. Et ça, c'est un cadre qu'on n'a absolument pas traité et qui est très très vaste. Un autre grand cadre que l'on n'a pas traité, c'est celui de l'optimisation de trajectoire, qui consiste donc à être en train de regarder des fonctions cette fois-ci, et donc de l'optimisation de dimension infinie. Quelques mots-clés, donc ce seraient les équations de L'Euler-Lagrange, du contrôle optimal et autres. C'est aussi une littérature qui est très riche. Et enfin, on a regardé tous les problèmes comme étant déterministes, mais en réalité, on va avoir sur chacun des paramètres une certaine incertitude, certains paramètres vont être mal connus, et donc il y a des techniques d'optimisation robustes ou stochastiques de l'analyse de sensibilité qui existent. C'est encore une thématique qui est assez pauvre à l'heure actuelle et qui mérite d'être enrichie, mais il y a des éléments qui existent pour être capable de garantir qu'on a un petit peu de robustesse sur ce que l'on est en train de faire face aux incertitudes. Et puis je voudrais finir sur cette touche qui est que, en fait, ici, on s'est systématiquement intéressé à voici le problème qui est minimiser f sous contrainte c. Mais en réalité, en pratique, la problématique qui est la plus importante, c'est de formaliser ce problème, de trouver les fonctions f et c, puisqu'on réalise assez souvent que une fois que l'on a résolu un premier problème, que c'était en réalité pas celui qui nous intéressait en pratique parce que la solution ne présente pas d'intérêt et on revient à reformaliser le problème. Et donc formuler ces problèmes d'optimisation, en fait la partie la plus compliquée, et c'est celle à laquelle vous allez vous confronter très rapidement dans les mini-projets d'ailleurs, et vous allez pouvoir réaliser ça. Donc j'espère que ce résumé vous aura été utile, et puis je vous souhaite bon courage pour les mini-projets.